Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant qui en est à sa 236e, si ma mémoire est bonne, ce qui n'est quand même pas mal. C'est même assez fou quand on y pense. Voilà, 236e de Tambour Battant ce soir. La beauté sauvera-t-elle le monde? Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, tandis que la laideur, cyniquement matérialiste, tente à devenir assez dominante. Qu'en penserait cette figure christique qui est le prince Mishkin, le fameux héros de Dostoïevski, de l'idiot, à qui un des personnages de ce magnifique roman attribue ironiquement ce mot « Est-il vrai, prince, que vous avez déclaré un jour que la beauté sauverait le monde ?» Grand Dieu, le prince dit que la beauté sauve le monde. Et je déclare qu'il n'a de telles idées ludiques que parce qu'il est amoureux, messieurs, le prince est amoureux. Je l'ai deviné dès son entrée. Ne rougis pas, prince, tu me fais pitié. Quelle beauté sauve le monde. Vous voyez, hein, c'est ce ton d'ironie déjà. N'oublions pas que dans cette interrogation, chez Dostoïevski, entre avant tout la spiritualité, bien évidemment, on en parlera, et on le sait, la spiritualité chrétienne, là en l'occurrence, mais toutes les spiritualités. Notre monde est-il à ce point en manque de beauté et de spiritualité? Nous allons tenter de répondre à cette question. Alors pour tenter de répondre justement à cette question, la première de mes 4 invités, c'est Anne Asensio, que je remercie infiniment de nous avoir rejoints sur ce plateau. Anne Asensio, vous êtes designer. Et en toute modestie but, moi je peux le dire, une designer de tout premier plan, reconnue à l'échelle mondiale. Après 30 ans de différents postes exécutifs dans l'industrie automobile, vous avez rejoint Dassault Systèmes en 2008 en qualité de Vice President Design Experience. Vous avez été élu, je précise, parmi les 50 femmes leaders en France par le magazine Challenge en 2009. J'ai trouvé ça. Et rappelons que alors, Dassault Systèmes, on dira peut-être un mot, mais c'est un des fleurons de l'industrie française de pointe, que même les États-Unis nous envient, hein, ça on peut le dire. Voilà. Je connais cette maison pour avoir avoir été invité très aimablement à certains colloques. Eh bien, les grands d'Asie aussi nous envient. Il s'agit d'un éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D et le maquettisme numérique 3D et les solutions pour la gestion du cycle de vie d'un produit. Voilà. Et donc, on reviendra évidemment sans doute là-dessus. Au sein de cette entreprise toute dévouée à l'innovation, vous avez créé la fonction design et le design studio, rassemblant une équipe multidisciplinaire en stratégie d'innovation et par le design de l'expérience, design management et la recherche en design. Alors, vous collaborez régulièrement avec divers designers, artistes, penseurs, ça c'est important de le noter, innovateurs, œuvrant dans différents réseaux industriels et secteurs publics. Vous avez ainsi œuvré en pionnière avec d'autres à l'émergence d'un design le plus possible en harmonie avec ce qui l'entoure, le monde, la nature, la vie. Et donc, est-ce que vous pouvez, en ouverture évidemment, c'est la première question qui se pose, nous donner votre définition du design? Qu'est-ce que le design pour vous? Alors, design est une notion qui est très difficile à cerner. Je ne me risquerai pas à d'autres définitions que celles dont on parle dans le cadre des institutions du design mondial. Je suis membre de la World Design Organization, qui est l'ancien bureau créé en 1953, qui s'appelait auparavant Esthétique industrielle. Ça donne déjà une petite indication sur le sujet. On est, je dirais, à peu près depuis les années 50, on peut dire qu'on a 75 ans d'existence véritable, au sens où ce nom se diffuse dans l'industrie, dans l'économie. Et probablement, on peut dire que le design, c'est designer nos expériences des objets du quotidien, leur interaction avec les milieux du quotidien, puisque ça touche aussi l'architecture des espaces. C'est la manière dont nous gérons ces interactions. Et designer une expérience, c'est très différent de l'expérience scientifique et c'est très différent aussi de l'expérience vécue. Et donc en soi, c'est peut-être ma meilleure définition du design. Très bien. Et donc, vous écrivez d'ailleurs, j'ai trouvé ça dans certains... Vous avez écrit un grand nombre d'articles, hein, à l'origine historique de la convergence de l'art, de la science et de l'industrie, le Designo,
et ça je crois que c'est important pour vous, hein, le fameux design, ancêtre du design, c'est l'étape préparatoire à la notion fondamentale de la Renaissance, mettant en avant le processus pictural, la dimension de projet. Voilà, c'est la théorie de l'art, hein, instrument privilégié de la connaissance. Et donc, l'origine italienne du mot, à la fois dessin et dessin avec un E, donc vous pouvez, voilà, et ça c'est très fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, je vais essayer d'aller assez vite, mais je vais revenir sur l'histoire, je dirais tout simplement du désignio. À la Renaissance, on redécouvrait finalement l'art antique. Le 5e siècle, Polycète, les règles, le canon. Siècle de Périclès. Exactement, le grand siècle qui a vu la République, la démocratie, l'émergence du théâtre. Donc les langages qui quittent un petit peu le monde des dieux pour venir dans le monde des hommes. Et ce que la Renaissance a fait, c'est revenir à l'humanisme et à redéfinir finalement qu'est-ce qui peut être finalement les liens, les bonnes règles, les harmonies, l'élégance, les constructions en proportion, mais dans ce nouveau monde qu'était la Renaissance. Et Designo, donc ça peut traduire énormément de choses, mais ce que j'aime beaucoup dans ce nom-là, c'est en effet dessin dans le sens j'ai une intention, le design est une intention. Alors, c'est un projet, une intention, un dessin. Et ça se traduit et ça s'instancie dans l'action par le projet. C'est ça. Et là, c'est absolument essentiel. Et on va le voir parce que par rapport à la notion de beauté dont on y reviendra, c'est cette dimension dynamique de l'intentionnalité humaine à faire quelque chose, mais qui n'est pas de l'art et qui n'est pas non plus de la science, qui est à la croisée des chemins. Qui est à la croisée des chemins et qui est ni théorique et scientifique, qui est véritablement pratique, centré sur le quotidien. Les arts profanes, les arts qu'on a voulu très souvent d'ailleurs mettre de côté et pour privilégier le grand art, et l'art sacré, l'art sacré bien évidemment. Et le design, en fin de compte, tout simplement parce qu'il cherche à être utile, à rendre la vie des gens meilleure au quotidien. Faire du beau, c'est faire du bon, faire du bien, rejoint une notion éthique. Et c'est pour ça que le design aujourd'hui revient très fortement en première place des discussions en pleine phase de transition. Ouais. Et donc, vous venez de l'évoquer, donc le beau, c'est le bien, c'est le bon. Ça renvoie à ce concept très, très profond de la Grèce antique, kalos kagatos, c'est-à-dire le beau et le bon. Le bon, c'est le beau, et le beau, et c'est le bon. Et donc, tout de suite, vous mettez l'accent sur cet aspect éthique du design et de la beauté. C'est comme ça que vous le percevez. Donc. Alors, c'est comme ça que je le perçois et que pratiquement tous les designers le perçoivent, c'est qu'il y a une généalogie du design qui date de l'époque du canon, puisque les canons, ça veut dire dessiner l'homme dans ses proportions absolument on se souvient de l'homme de Vitruve. Mais avant même l'homme de Vitruve, le Polycète. Mais très clairement, ce qu'on apprend dans les écoles de design, c'est que la beauté est un guide, mais que cette beauté, elle correspond à des règles. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui fait la différence avec l'art. Parce que beaucoup de gens disent, mais est-ce que c'est une science, est-ce que c'est un art? Très clairement, ce que le design fait, c'est dessiner sous la contrainte, d'accepter certaines règles qui ont, bien évidemment, possibilité d'être modifiées. Mais il y a toujours cette notion de règle, et une règle qui se discute, une règle qui est une dialectique avec la façon dont on raisonne avec les problématiques de son temps. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au langage ou à la littérature. C'est cette forme dynamique d'interaction avec les choses, les humains et leur environnement, leur milieu de vie. Et donc faire le beau veut dire, pour vous, faire le bien, vous l'avez écrit, hein, un acte utile, mais pas nécessairement profane. On l'a vu, hein, là on est toujours à la croisée des chemins, comme on est donc kalos kagatos, bien sûr, hein, le beau et inversement est le bien. Donc vous avez coutume de dire qu'en tant que designer, la beauté pour vous ne peut pas être contemplative, elle est dans l'action, dans l'acte, hein, dans la transformation, hein, vous séparez les deux mots pour bien insister là-dessus, transformation du regard, et la grande morale, selon Kant, d'ailleurs, c'est en effet que dois-je faire, donc la beauté pour vous apporte avant tout une quête de sens, et cette quête ultime, le dites-vous de manière tout à fait claire, de l'amour. Oui, on se doute bien, c'est d'ailleurs l'introduction que vous avez faite, la relation entre la beauté, qui est donc le vecteur du sens vers l'amour, qui est en fin de compte une révélation de l'amour. Mais pour revenir donc à la dimension du design, le design est en fait transformation.
il y a un mot qui est absolument essentiel, qui est celui de la forme. La forme, bien sûr. C'est de donner forme. Donc, il y a différents moyens qu'a l'homme puisqu'il ressent des émotions, et ça reste malheureusement des choses que l'on ressent de manière totalement individuelle. C'est absolument pas partageable, les émotions que l'on ressent. Le seul moyen de les partager, c'est éventuellement d'écrire, de peindre. Et dans le cas du design, c'est de le faire sous la manière de transformer tout ce qui est profane, c'est-à-dire les objets du quotidien, les formes du quotidien, les voitures du quotidien, les maisons, les architectures du quotidien, les villes, de leur donner finalement un sens, et un sens qui surtout permet cette forme, cette raison dialogique des objets, des humains et des choses, et du sens. Et donc pour cela, très clairement, cette notion de désignio, de transformation qui mène au sens, nous amène malgré tout un peu au sacré. Car quand on donne du sens à des objets, on est obligé de leur donner une forme. Cette forme crée, alors il y a des sciences pour ça, la sémantique, la cognition, la psychologie. Enfin, le design est à la croisée de toutes ces disciplines. Et en fin de compte, on dit souvent que le design, on le voit quand il n'y en a plus ou quand il n'y en a pas. Donc il est complètement... c'est dans le... Intégré à la réalité du quotidien. Du quotidien. Et alors, il y a aussi la question que le design est un service, quelque part. Au sens le service, plus noble, au sens le plus fort. Alors, très souvent vu comme quelque chose de très trivial et de très... comme un petit peu les métiers invisibilisés qu'on connaît. Ouais. Mais en fin de compte, c'est parce que le service, en fin de compte, c'est le masque de l'amour. C'est le masque du care. C'est le masque que l'on donne aux choses que l'on aime. Et un designer, quand il commence un projet, quand il a une intention, à la différence de l'ingénieur, c'est l'homme au centre. C'est l'homme au centre, c'est l'homme, c'est faire du bien. C'est porter du soin à tout ce qui l'entoure, à tout ce qu'il va voir, à toutes les émotions qu'il va ressentir. Et c'est ça, designer l'expérience. Et l'ingénieur, lui, il va chercher les fonctions. Absolument. La performance, l'efficacité. Mais l'homme est très souvent, comme dans tous les cas de la science dure, c'est un problème. Il faut s'en séparer. Ouais. Donc le design remet l'homme au centre, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. C'est particulièrement important, en effet, c'est au cœur évidemment du sujet d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques jours l'exposition Soulages, Pierre Soulages, et à un moment il dit clairement la peinture c'est une humanisation du monde. Tout à fait, oui. Et on peut l'adapter évidemment à l'art, la peinture, l'art, mais aussi évidemment la beauté et le design. C'est une humanisation du monde, donc. Tout à fait. Et en travaillant essentiellement, on parle, nous, dans notre jargon, de signaux faibles. Alors les signaux faibles, pourquoi quelquefois une voiture, d'un seul coup, crée, ou un livre d'ailleurs, mais crée cette adhésion immédiate? Ouais. C'est qu'en fin de compte, le designer a su créer dans cette dialectique le lien avec l'invisible, le lien avec des attentes, le lien, je ne parle pas de besoin, je parle d'attente, c'est pas la même chose. Très différent, très différent. C'est anticiper un désir ou anticiper un désir d'émotion ou un désir de relationnel que l'objet va produire. Si le design était purement utile, ça serait de l'ingénierie, c'est-à-dire il serait fonctionnel, il ne nous parlerait pas, et j'utilise ce terme à bon escient, il ne communiquerait pas des imaginaires dans lesquels on a envie finalement de se propulser, et donc il ne résonnerait pas avec nous, il ne résonnerait pas aussi avec son environnement. C'est un mot qui compte beaucoup pour vous, résonner, la résonance. La résonance, dans quel sens précis alors? Je pense qu'il y a quelque chose, c'est une harmonique. C'est une harmonique. Le design travaille bien évidemment dans un contexte industriel. On vient de cette idée qu'au moment où on a eu cet acte fondateur, où l'industrie s'est portée en art, on pense à la Tour Eiffel par exemple, moment qui manifeste un ingénieur artiste. Et aujourd'hui, on voit... Je sais si ça a été débattu. Oui. Et il y a eu des polémiques. Exactement. Très fortes. Et il y a toujours ce moment-là. Et le design donc, incarne dans le monde industriel cette idée qu'il faut humaniser l'industrie. Alors, il est vraiment à la croisée des chemins parce qu'on peut faire de l'industrie, on peut faire de la fonction, très moche. Malheureusement, on le voit partout, même dans nos hôpitaux, dans nos rues. La mocheté, la laideur est partout. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de design.
tout simplement, ou même, on a même oublié dans les appels d'offres de faire appel à un designer, ce qui est un scandale, mais bon. Ce qui est assez scandaleux. C'est exactement. Et tout simplement parce que l'humain est vu comme une sorte de dimension, au même titre que les dimensions économiques ou les dimensions... Donc le designer remet tout ça... devrait primer, en tout cas, dans l'esprit des concepteurs, tout de même. Surtout tout à fait. Dans les hôpitaux, par exemple. Ça va de soi. J'y vais très très souvent et je peux vous dire que ce n'est pas une question de budget. Vous pouvez me laisser une matinée ou une après-midi avec quelques équipes pour m'aider à bouger les choses. Je peux vous transformer un hall d'hôpital en 2 minutes en utilisant simplement ce qu'il y a à ma disposition. Ce ne serait pas grand-chose. Hein. Exactement. Le problème, c'est que... Ce sont des expériences qui ne se font pas. Ça se fait, je connais quelques amis, les Sismo, ils travaillent avec Cynthia Fleury, entre autres, ont imaginé qu'est-ce que c'est l'expérience en se mettant à la tête du patient, dans les chaussures du patient. C'est ce que fait le designer. Le designer, alors maintenant c'est des méthodes, c'est très réglé, mais dans ce monde industriel, si on veut que la voix du design, qui est la voix de l'humain, du patient, du citoyen, de l'enfant, soit porté dans toutes les étapes du projet qui très souvent voit l'humain comme l'imprévisible et un problème, c'est d'harmoniser finalement dans ces processus et ces projets d'innovation le rôle du designer avec celui de ceux qui font ce projet et de permettre que dans ce parcours, alors c'est un parcours qui est transversal, qui impacte toutes les dimensions d'un projet et qui bien évidemment gêne. Parce que c'est toujours mieux de faire sans prendre cette dimension. Mais Dieu sait si on économiserait beaucoup, si on mettait juste en œuvre du design comme ça, à l'amont de tous les projets, et en particulier dans la fonction publique. Et aujourd'hui, on pense aux designers de voitures, c'est mon cas. Alors on va y venir justement. Oui. Mais on voit de plus en plus maintenant de designers aller dans tous les espaces, j'aime bien parler d'espaces latents parce qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire ces espaces invisibles, qui était la question avec Soulage. C'est, ce qui compte, c'est parce qu'on voit, on voit toujours le design comme le résultat. Mais c'est comme tout art, comme toute intention créative humaine, le plus important, c'est ce qui se passe entre le moment où on a une intention et le résultat. Et c'est à ce moment-là que le design a tout son intérêt dans les projets de transition que l'on connaît aujourd'hui. Et donc l'esthétique industrielle, c'est l'art, c'est la définition de l'art, hein, l'esthétique et la morale, à quoi on ajoute l'usage. Et l'estime. Et l'estime. Et donc ça, c'est très important. Et est-ce qu'on peut l'illustrer par cet exemple donc de cette voiture à vivre que vous avez créée lorsque vous étiez designer chez Renault, la Renault Scénic, dont on dit qu'elle a sauvé le constructeur, hein. Est-ce que c'est vrai ? Bon, ça, je laisserai les économistes revenir sur les chiffres, mais en effet, Renault allait très mal à l'époque. La chance qu'on avait justement, parce que peut-être on allait très mal, c'est qu'à l'époque, Louis Schweitzer et le management croyaient qu'éventuellement, quand on avait... que les idées allaient... C'était cette grande idée que les idées allaient peut-être aider à sortir quelque chose de singulier. Donc l'innovation s'est portée au cœur de la proposition. Quand on est designer, on fait beaucoup de parures, on fait beaucoup de styles. C'est-à-dire on a un concept et on arrange toujours à peu près la même voiture, de forme, d'évolution stylistique, comme la mode. Là, dans le cas présent, il s'agissait d'inventer un concept qui résonnait sur ces signaux faibles de la transformation, de la manière dont les gens vivaient, la famille, vivaient leurs relations à leurs enfants, la manière dont la société évoluait. Et donc, elle était mûre, cette société, pour un objet qui ne mettait pas l'homme au volant, la femme à la place du mort, les enfants sur une banquette avec le mal de mer, mais bien la possibilité de donner à chaque individu une place prépondérante dans l'espace automobile, dans la voiture à vivre. Oui. Et ce dispositif de voiture habitable, pour moi, ça renvoie au rôle du design. Le design, c'est rendre habitable le monde. Et donc, moi, j'ai commencé par rendre habitable une voiture. Et c'était un projet que j'ai commencé à l'école, puisque mon master à la sortie... Oui, c'était mon concept, c'était voiture à grande habitabilité.
j'avais le mal de mer en voiture. Bah voilà. Et donc il fallait que je redessine l'intérieur de l'usage automobile. Il se trouvait que l'espace est sorti dans cette même période. Il y avait donc une petite révolution sur le plancher plat et la manière de vivre à l'intérieur d'une voiture. C'est un concept, c'est-à-dire que ça a révolutionné la manière dont on dessine et engagé avec une automobile, et qui ensuite a été décliné et copié par toutes les autres marques. Comme tout concept, à un moment donné, il est rattrapé et stylisé. Et aujourd'hui, beaucoup de voitures monocore, comme on les appelle, ont été développées, les crossovers ou autres. Mais toujours partant de cette idée, il faut se préoccuper de donner à chaque individu, et à commencer par les enfants, leur place dans l'auto, et une place légitime, et dans laquelle ils pouvaient y passer du temps agréablement. Je me souviens d'une expérience personnelle où ma fille étant très très jeune, aujourd'hui elle penserait tout différemment, mais très très enfant, me disait, elle n'aimait pas quand sa mère conduisait, elle préférait que ce soit moi parce que, disait-elle, c'était plus familial. Vous vous rendez compte? Donc, comme quoi la pression sociale. Le cliché est fort, et la pression est forte. Et vous avez voulu justement changer ça, et c'est très bien. Aujourd'hui, elle aurait un peu honte d'avoir eu cette remarque, mais en tout cas, c'est assez drôle parce que ça prouve bien des choses. Alors, je me fais l'avocat du diable. Le design n'a-t-il pas trop été? Et il l'a été forcément à certains moments. Le design automobile dans lequel vous avez œuvré ne s'est-il pas fait à certains moments, et même souvent, l'auxiliaire du consumérisme, de l'extase matérielle, comme aurait dit le Clésio, première époque, sans remède, qui définit tellement bien l'humain dans son rapport au monde? C'est la tâche originelle du design. À partir du moment où le design cherche à humaniser, en rendant beaux les objets du quotidien, et à commencer des objets qui ne sont plus manufacturés par des artisans, pour lesquels il y a la patte de l'artisan, la signature. Heureusement, on a des grandes maisons comme Hermès qui maintiennent cette idée qu'il ne faut surtout pas répliquer un modèle, il faut que la main reste présente. Le design industriel a pour vocation, bien évidemment, à produire et à consommer. Au départ, c'était l'éthique du design. D'ailleurs, Ford, avec le taylorisme, il y avait cette éthique du design de ça va aider les gens. Et c'était véritable. Le problème, c'est que très très vite, c'est devenu l'obsolescence programmée. D'ailleurs, c'est General Motors, une voiture tous les ans, nouvelle. C'était la même voiture, la même plateforme, et on stylisait de façon à susciter des besoins et des désirs absolument inutiles. Une forme de manipulation à l'échelle. Donc le design, dans tous les aspects, et avec le plastique. Les années 60, le plastique, sa formabilité, sa plasticité, rendait tellement possible de rendre accessibles des objets qui coûtaient très cher, même des objets très simples, utilisés par l'argenterie, vous imaginez pas. D'un seul coup, vous avez ces objets plastiques qui inondent le monde. Donc le design a cette sin, original sin. En 2021, nous avons fait une exposition Westage au Design London Museum. Ouais. Et j'avais proposé, entre autres, donc une installation avec Arthur Mamomani pour re-questionner justement cette question absolument centrale du consumérisme et du design. Ce régime du désir est finalement un pharmacon. C'est un poison, mais ça peut être un remède. Un remède aussi, c'est le principe. Si vous avez cette capacité à donner le désir d'acheter chez Shine, vous avez aussi donc cette même force et super pouvoir pour encourager les gens à changer de comportement. Ouais. Et ça, c'est ce dont on parle aujourd'hui. La beauté peut-elle sauver le monde? Moi, je pense très sincèrement que le design le peut. Pas parce qu'il se perd dans cette question de ce qu'est la beauté, mais simplement parce qu'il utilise la beauté comme guide dans sa manière au quotidien de donner accès à cette beauté à tout le monde, une démocratisation finalement de la beauté, mais de le faire sans que, bien évidemment, ce soit un acte de consumérisme jetable, oui, de création du déchet. Et aujourd'hui, tous les designers, alors il y a toute une lignée depuis le Bauhaus, humaniser l'industrie, jusqu'à je pense de la laideur qui se vend mal, qui est vraiment l'instrumentalisation d'un Français dans l'économie américaine, anglo-saxonne, qui fait du design véritablement, et d'ailleurs les Américains aujourd'hui le font beaucoup, un moyen de consommer toujours davantage. C'est développé en Europe continentale, une éthique, une réflexion, une critique
qui aujourd'hui permet à toutes les écoles, je pense à l'ENSI, je pense à l'ENSAMA ou Strat, qui sont des écoles françaises qui sont réputées dans le monde entier, et qui permettent de diffuser une éthique. Donc on parle maintenant de design transition, design social. Alain Findeli à Nantes, pardon, à Nantes, pas à Nantes, à Nîmes, mais aussi au Canada. Donc il y a toutes sortes de chercheurs en design qui aujourd'hui propulsent cette idée que, parce que c'est intentionnel, parce que le design, étant du côté de l'industrie, se saisit de ces outils, et là c'est l'intérêt pour moi d'Assosystèmes, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes outils que l'ingénieur, mais de les rediriger véritablement pour l'éthique et le bien. C'est ce qu'on appelle le design éthique aussi. Et ça, c'est un virage qu'on voit apparaître très fortement aujourd'hui dans les écoles de design. Malheureusement, je pense que la maturité des entreprises à se saisir de ce type de design n'est pas encore là. Mais elle arrive. Elle vient. Les entreprises à mission le font. Bon, en tout cas, oui, les entreprises dites à mission. Et on voit une progression des entreprises à mission, et elles le font avec le design au cœur. Malheureusement, il reste encore beaucoup de grands groupes. Des signaux positifs, on verra ensuite. Mais quel est aujourd'hui votre rapport? Alors, on ne peut pas ne pas poser la question, mais avec l'intelligence artificielle. Donc, est-elle capable d'appréhender la beauté dans ses métamorphoses, ou au contraire, n'en est-elle que le mimétisme, la répétition à l'infini? Alors, comme on l'a vu, le design est industriel, donc il ne réfute pas, il n'est pas artisanal. Il sait clairement, il a choisi son camp, celui de la science, celui de la technologie. Donc le design et la technologie, d'ailleurs, sont des amis dans cette dialectique parfois un peu enfin voilà, cet équilibre à trouver est important. L'intelligence artificielle, pour les designers, très clairement, c'est comme pour tout le monde. Si on la prend comme un outil et que vous gardez la main, c'est absolument extraordinaire. Bon serviteur, mauvais maître. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'habitude de prendre en compte aussi ce que j'appelle les espaces latents, c'est un terme qui vient des intelligences artificielles, mais qu'on appelait l'invisible à l'époque de l'art, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes dans cette idée de révéler ce qui est invisible, et qui permet donc d'accéder à cette beauté dynamique. Je l'appelle dynamique parce que pas du tout, c'est pas une doxa, c'est pas une règle, c'est pas un canon sur lequel il faut être une avant-garde. Et pour être une avant-garde, il faut se saisir de ces technologies de manière critique. Nous avons réalisé une chaise qui redéfinit totalement l'esthétique de ce que peut être la chaise avec Patrick Join, en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant des algorithmes qui sont eux-mêmes inspirés de la mimésis de la nature. C'est des algorithmes qui reproduisent la densité osseuse, qui, une fois utilisés de manière mécanique, permettent non plus de dessiner la chaise avec sa forme et ses règles de construction, mais au contraire de mettre en place un espace dans lequel les paramètres vont déterminer à quoi la chaise va ressembler. C'est une rupture très importante dans la manière de designer, c'est-à-dire que la machine devient force de proposition au même titre que votre collègue, puisque le design, j'ai oublié de le dire, c'est collectif. C'est pas la différence de l'art, c'est l'artiste. Le design est collectif, ça c'est fondamental. Évidemment. Et c'est ça. Et donc, pour moi, une intelligence artificielle, c'est jamais qu'un acteur supplémentaire dans le collectif, dans un collectif interdisciplinaire. Quand le design doit traiter, je ne sais pas moi, de sujets très complexes comme le design d'une ville ou même d'un hôpital, vous avez à traverser toutes sortes d'espaces de savoir et de connaissances dont le design est complètement inculte, il ne sait rien. Ce qu'il sait, c'est qu'il va devoir faire passer son humain au travers de toutes ces dimensions. Donc l'interdisciplinarité est constituante du design. Donc le design, c'est empathie, c'est écoute, c'est travailler ensemble. Et donc l'intelligence artificielle, vue comme ça, moi ça ne me gêne pas du tout et on voit que ça régénère, ça peut régénérer. À condition, bien évidemment, d'être toujours en capacité de dialoguer dans cet espace dialogique. Bien sûr. Et l'autonomisation de l'intelligence, comme Grokipédia, où en fin de compte tout serait fait par une intelligence artificielle sans supervision humaine ou sans un humain dans la boucle, moi là, ça c'est effrayant. Et malheureusement, je pense qu'il y aura donc le côté pervers de l'industrie consumériste. Si elle se saisit de tous les designs qui ont déjà été faits, les met en catalogue, et produit exactement un chat GPT 3D, ça existe, de tout ce qui a été déjà produit, vous aurez des designs.
moyen qui pourrait éventuellement, là, répondre aux exigences du consumérisme ou d'entreprises comme Shine. Donc je souris parce que je pense que les gens vont vite se rendre compte qu'à prix égal ou à niveau, je dirais, marginal zéro, puisque c'est ce que les technologies numériques nous permettent, je crois qu'en réalité, on va commencer à se dire « j'ai besoin d'un designer » parce que la beauté, ce qui va au-delà de l'usage, de l'utile ou même de la forme, on a besoin d'autre chose, on a besoin de beauté. Évidemment. Et de sens. Et seul un humain, un humain peut nous donner ça, parce que c'est l'amour, c'est le sens. Je vous cite, ça sonne comme une profession de foi, et on va terminer là-dessus malheureusement parce que le temps passe. La technoscience n'est pas belle. Je milite pour que tous nous ayons accès à cet acte de création, de sens par nos sens, un acte qui remet les pendules à l'heure de l'IA. Ben, bien sûr. Là, il y a vraiment, ça sonne comme vraiment une profession de foi, sachant que, eh bien, il y a le design peut être, vous le dites clairement, une médiation entre il y avait le nouveau monde, il y a le nouveau monde. On pourrait faire une référence à notre ami Pierre Musso, bien sûr. Voilà, le nouveau monde. Il faut civiliser. Exactement, qu'il faut civiliser. Donc, c'est une nouvelle renaissance en quelque sorte. Nous devons habiter ce nouveau monde et on aura besoin d'artistes, de scientifiques, de littéraires. Absolument. Pour ensemble. Pour être au cœur de cette nouvelle renaissance. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Anna Asensio. Merci, Patrick. Merci infiniment. Tambour battant, deuxième partie. Donc, la beauté peut-elle sauver le monde? Sauvera-t-elle le monde? C'est une question que je vais me poser en compagnie donc d'Elisabeth Barillet, qui est ici à ma droite, et de Cécile Guilbert, ici à ma gauche. Et nous allons évidemment évoquer toutes deux écrivains, essayistes, romancières, et nous allons évoquer la beauté au travers de ce prisme notamment, bien entendu. Alors, Elisabeth Barillet, vous êtes, ai-je cru lire, la savante hybridation d'un Ligérien, angevin, originaire d'Angers, donc et d'une Russe. Originaire de Saumur. Saumur, une ville où j'ai habité pendant 5 ans. On y reviendra peut-être. Alors, votre premier roman paru chez Gallimard en 1986, évidemment, Corps de jeune fille, connaît un très bel accueil et reçoit le prix Contrepoint. Vous avez vécu près de 15 ans à Amsterdam, une expérience qui vous a marqué, qui a été importante pour vous. Cette ville vous inspirera 2 livres, Amsterdam à ma guise aux éditions du Rocher, et une anthologie littéraire, Le goût d'Amsterdam, au Mercure de France. Alors, grande voyageuse, vous rémunérez ce goût en devenant grand reporter pour plusieurs magazines de voyage. Et c'est à ce moment-là que vous commencez une exploration de l'Inde avec un regard aigu. Idem pour la vaste Russie que vous parcourez entre autres sur les pas de votre grand-père. Fruit souvent de ces inspirations géographiques, j'ai recensé pas moins de 25 livres, romans ou essais, primés pour certains par des prix importants. On peut citer Exaucez-nous chez Gallimard, prix Charles Lemond de la Fondation de France, dont je fus naguère lauréat. À ses pieds, également chez Gallimard, prix François Noury de l'Académie française. Un amour à l'aube en 2014 chez Grasset, que j'ai personnellement adoré. Voilà. Relatant cet amour furtif entre Modigliani et la grande poétesse Anna Akhmatova. L'Oreille d'or, toujours chez Grasset en 2016, prix Maurice Genevoix de l'Académie française, ou Les Sœurs et autres espèces du vivant chez Arléa en 2024. Notons en 2020 que l'ensemble de votre œuvre a été distingué par le Grand Prix de littérature Henri Gall, décerné par l'Institut de France. Alors, Cécile Guilbert, je crois qu'on peut dire que vous vous connaissez. Oui. Voilà. Donc, on va se vouvoyer pour le principe. Bon, Cécile Guilbert, comme Henri IV et le maréchal Bernadotte, vous êtes né à Pau, roi de Suède et de Norvège. Il a eu un fabuleux destin tout de même. Eh bien, après avoir fréquenté la rue Saint-Guillaume et Sciences Po, puis certains cabinets ministériels, vous avez opté pour l'acuité du regard et de la plume avec Saint-Simon, ou l'encre de la subversion, paru chez Gallimard en 1994. Vous enchaînez ensuite avec Pour Guy Debord, toujours chez Gallimard, où vous explorez les rapports de Debord, notamment avec l'art. Une préoccupation constante chez vous, comme en témoignera Warhol Spirit, publié chez Grasset, prix Médicis Essai en 2008. Vous êtes également intéressé à l'immense Laurence Stern, avec L'écrivain le plus libre, paru chez Gallimard en 2004. Une bonne dizaine de livres, essais, romans suivront, parmi lesquels on peut citer Le Musée national en 2000,
chez Gallimard, roman caustique autant que déclaration d'amour à l'art. Citons encore Réanimation, en 2012, chez Grassi, un livre très particulier, récit autobiographique particulièrement émouvant, où vous racontez votre expérience douloureuse du coma vécu par votre mari, et vous-même, évidemment, au premier plan. Le peintre et photographe Nicolas Guilbert. Les Républicains viennent ensuite en 2017, toujours chez Grasset, où s'épanouit votre plume satirique, et ce formidable travail pour lequel Antoine Spire et moi nous avons d'ailleurs accueilli sur ce plateau, non pas celui-ci, mais un autre, mais pour cette émission, eh bien, qui est écrit Stupéfiant, drogue et littérature, de Homer à Will Self, paru en bouquin Lafon en 2019. Vos chroniques données au journal La Croix paraîtront en 2020 chez Grasset sous le titre Roue libre, vous valant le prix de la critique de l'Académie française, notant enfin que vous êtes membre du jury du prix Renaudot et comme Elisabeth Barillet du Grand Prix de la critique littéraire, prix que je connais bien. Voilà. Donc, alors, en cette rentrée 2025, avec votre dernier livre, Suite indienne, publié aux éditions des Instants, chez notre ami Stéphane Bernard, eh bien, sous-titré Madras Mahabalipuram Shidam Baram Tanjore Madras, publié aux excellentes éditions des Instants, comme je viens de le dire. Vous revenez donc sur cet amour que l'Inde vous inspire depuis longtemps, exprimé déjà dans Singe en 2004, me semble-t-il, et sur les pas de Shiva en 2021. Alors, comment cette rencontre avec la beauté de l'Inde s'est-elle faite et comment la beauté de l'Inde, justement, s'exprime-t-elle? Est-elle si différente de la nôtre? Alors, ce n'est pas du tout la beauté de l'Inde, moi, qui me capte, ni qui me captive. Justement, je pense que quand on est en Inde, tous ces paramètres et toutes ces sur la beauté, la tout vole en éclats. Tout vole en éclats. Et c'est ça qui me captive précisément. Bien sûr. C'est justement de ne pas pouvoir discerner quand on assiste à quelque chose, que ce soit une cérémonie sacrée, que ce soit une scène de rue. On ne peut pas discerner si elle nous captive, elle nous horrifie, elle nous enchante. C'est ça, en fait, je pense que c'est pour ça que je ne cesse de revenir dans ce pays. Dans les livres que vous avez notés, il y en a un que j'aime particulièrement, que vous n'avez pas, qui s'appelle « À ses pieds », ou qui raconte un enseignement auprès d'un sage, enfin d'un maître de l'Advaita. Oui, que j'ai cité au début. Dont Cécile nous parlera, évidemment. Donc voilà, c'est pas du tout... non, le mot « beauté » n'est pas du tout celui qui me vient à l'esprit quand... Disons que quand on pense à la beauté de l'Inde, on pense plutôt au mystère. Alors ça va nous emmener justement du côté de la beauté est-elle justement un des masques du mystère ou inversement? Est-ce que c'est une question? Après, la beauté, on peut la trouver objectivement, mais c'est pas propre à l'Inde, dans certains visages, dans certaines pièces d'architecture, mais c'est pas propre à l'Inde. Un paysage, bien sûr. Dans certains paysages, évidemment, mais je ne dirais pas que c'est... non, c'est plutôt la confusion, le chaos, pour moi, l'Inde. Oui, bien sûr. Et on le sent à vous lire et à lire d'ailleurs Cécile Guilbert, parce qu'il se trouve qu'en cette rentrée, donc, Cécile, vous publiez chez Grasset une sorte de récit autobiographique, Matinée d'essai, Feu sacré, où vous abordez un aspect important de votre vie, la spiritualité. Et le hasard, mais c'est le hasard à bon dos, il a toujours bon dos le hasard, existe-t-il seulement, veut que le motif essentiel de votre dernier livre soit aussi l'Inde, et les multiples voyages que vous avez pu y faire, notamment mais partout en Inde, mais l'Inde du Sud aussi, le Kerala, le fameux, ce territoire de l'extrême sud indien. Et donc, comment cette rencontre si importante pour vous a-t-elle eu lieu et qui sont, pour aller directement à la chose, qui sont Tito, Marie et Valérie. Alors, c'est par eux que vous avez... Alors moi, j'ai toujours entendu parler de l'Inde dans mon enfance, comme je le raconte dans mon livre, puisque j'avais une tante, Colette, la sœur de ma mère, qui allait beaucoup en Inde parce qu'elle avait été initiée par un grand maître yogi qui s'appelle Desikachar, qui était lui-même le fils d'un grand maître aussi, producteur du yoga en Occident. Et donc j'entendais toujours parler de ces voyages indiens. Et pour moi, enfant, l'Inde, c'était une Inde fantasmagorique des contes de Kipling, si vous voulez, les éléphants, les maharajas, enfin tout ce qui stimule l'imaginaire des enfants. Puis par la suite, à la suite d'un drame familial, le frère de ma mère et sa femme et sa fille, Valérie, Tito et Marie, donc comme vous le dites, sont partis en Inde, fracassés donc par un drame, le suicide de leur fils, de votre cousin fils et de mon cousin donc Emmanuel.
Et donc, on rencontrait un grand maître de l'Advaita Vedanta dans un ashram du Kerala. Et donc, j'ai toujours entendu parler de ces rencontres, de ces univers. Et puis, j'y ai résisté. Et puis, j'ai fini par m'y rendre. Et à la suite de ça, j'ai été évidemment fasciné par l'Inde. Parce que pour revenir sur la question de la beauté, c'est vrai, Elisabeth a parfaitement raison. C'est pas le critère qui fait qu'on définirait l'Inde par la beauté, mais c'est vrai qu'il y a une amplitude émotionnelle et il y a une qu'on retrouve pas forcément en Occident, mais je pense qu'on retrouve dans beaucoup de pays du tiers-monde parce que la vie est à nu, en fait. Et donc c'est l'humanité, c'est la beauté de l'humanité dans sa beauté déchirante. On est obligé de donner une autre acception au mot. Mais il y a une chose en tout cas qui est sûre, c'est que quand j'ai vu l'Inde, d'abord l'Inde du Nord, l'Inde de Delhi, l'Inde du Rajasthan, elle correspondait à un Orient qui me séduisait. C'est-à-dire je connaissais l'Orient du Maghreb, je connaissais un peu l'Orient du Proche-Orient, mais je ne connaissais pas cet Orient qui n'est ni l'extrême, ni le moyen, ni le proche. Et pour moi, ce que j'ai vu là, cette architecture moghole et tout, j'ai toujours été un peu fasciné par l'Orient, c'est sûr. Mais ça correspondait à l'idée de l'Orient qui me plaisait, que je trouvais belle. Je trouvais belle ces architectures. Elisabeth a parlé du motif architecturaux. J'ai trouvé beau les gens. Il y a quand même... La beauté indienne m'a plu. Alors, on va me dire la beauté est partout, mais il se trouve que j'ai une connivence particulière avec cette... Je trouve que les Indiens, finalement, sont beaucoup plus proches de nous, Européens, que les Chinois ou les Japonais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a une proximité avec eux. Et puis, je trouve surtout que l'Inde est un continent qui est dépourvu, je ne sais pas, de vulgarité. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'une élégance dans les vêtements, alors traditionnels évidemment, qui ne sont pas maintenant... Alors justement, peut-être il y a un élément... Une femme en sari sera toujours élégante, qu'elle soit pauvre ou riche, qu'elle vienne d'une basse caste, ou d'une... Vous voyez, il y a quelque chose dans l'éthos de ce pays que je trouve d'une certaine noblesse d'allure, en fait. Alors peut-être pas dans toutes les strates de la société. La noblesse d'allure, on la trouve peut-être un petit peu moins dans à Bollywood, à Hollywood, dans des cercles qui sont justement très occidentalisés, justement, qui essaient de... Mais bon, ayant toujours évité Bombay, en fait, qui est la capitale du bling vous l'évoquez, vous n'avez fait que traverser. C'est le bling indien, c'est le New York indien, hein, Bombay. Ayant toujours évité Bombay, Et donc, alors, Elisabeth, vous écrivez dans votre livre, donc forcer le trait, la couleur serait mentir. Mentir, c'est ce que nous faisons sans cesse pour nous faciliter la vie ou la divertir. La vie force au mensonge, mais la page n'est pas la vie, la page n'en est que le reflet. Dans une autorité, une nature, une morale, la page est mon ascèse. Alors ça me fait penser à ce mot à la fois cru et aigu de Jules Renard qui disait « La vérité désenchante toujours, l'art est là pour la falsifier ». Et donc, quel est, selon vous, le contrappassé entre beauté et mensonge ? Le beau n'est donc pas l'éclat du vrai, comme le disait le cher Hegel. Le rapport entre beauté et mensonge, là, il y a beaucoup de... Votre question me désarçonne parce que je ne suis ni une philosophe, ni une... justement, j'écris parce que Vous êtes un écrivain qui pense et il suffit de vous Oui, je pense, mais là, je vais citer un autre écrivain, Aragon, qui dit écrire est ma méthode de pensée, et je pense que je suis assez peu intelligente quand je m'exprime, ou en tout cas, je balbutie, mes pensées balbutient comme aujourd'hui, là, actuellement, tout de suite, balbutie quand je vous réponds. Je suis très handicapée et très désarmée à vous répondre sur ce point précis, alors que certainement vous me donneriez 1 ou 2 heures, je pourrais vous le répondre, mais en écrivant, si je puis dire. J'avoue que là, le rapport entre beauté et mensonge, non, je laisse la parole à... Je laisse la parole à Cécile. Donc la beauté comme masque qui vient transcender justement la trivialité du quotidien. Donc, oui, il y a la beauté de l'artifice. Avec Alain Saint-Cio, voilà. Oui, il y a toujours, dans l'artifice, il peut y avoir effectivement une recherche de beauté, heureusement. Oui, tout à fait. Moi, de toute façon, j'aime l'art qui est le produit d'un artifice, conscient et d'une ruse. Bien sûr. Mais tout ça, ça ne s'oppose pas. Le mensonge, l'artifice, la beauté, tout ça, au contraire. C'est une des facettes qui composent notre perception du monde. Et vous dites aussi ce sentiment rare de vivre une vie réellement poétique. Et voilà. Et ça, donc la poésie, si on connaît le mot, la création chez les Grecs. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est pas justement là que réside une forme d'épiphanie de la beauté? Est-ce que c'est pas justement dans ces moments de pure poésie
que la beauté surgit? Quand j'écris Le sentiment de vivre une vie poétique, je parle de tous les instants de ma vie, pas des épiphanies. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, et c'est peut-être peut-être la chose la plus que je retiendrai au moment de mourir, c'est que j'ai le sentiment de vivre telle que l'espérait la jeune fille que j'étais à 13 ans, 14 ans, la lectrice d'Apollinaire, la lectrice de Rimbaud, celle qui allait courir dans les champs, celle qui allait ramasser des fleurs et enfouir son visage dans les fleurs. Voilà. Et j'ai le sentiment aujourd'hui, par la pratique de l'écriture, parce qu'elle implique d'ascèse, en même temps de grande exaltation, d'ivresse, de sentiment de nullité aussi. J'ai le sentiment de vivre cette vie intense, tout le temps, avec les hauts et les bas. Et donc, Cécile Guilbert, vouloir appréhender la beauté avec sa part spirituelle, immatérielle, qui me semble indispensable. Quand on pense à la beauté, tout de suite, on bascule, me semble-t-il, dans cette part d'immatériel. C'est se heurter à la verticalité, c'est-à-dire une forme de hiérarchisation bien peu en vogue dans ce monde épris de matérialisme, etc. Donc, ça, vous l'avez trouvé en Inde, j'imagine. Vous le racontez d'ailleurs très bien, cette verticalité. On vit dans un monde où le relativisme est à l'œuvre et de la manière la plus crasse. On pense à Deleuze et Guattari, l'équivaloir généralisé, cette espèce de relativisme où tout se confond. Et donc, est-ce que la beauté est ce qui vient justement abolir ce relativisme et nous permettre de nous redresser et de retrouver, j'allais dire, la posture d'humain debout pour accéder à la beauté? Est-ce que la beauté est vraiment une sorte de tuteur indispensable à l'être humain? Écoutez, c'est un peu compliqué comme question. C'est-à-dire, je pense que, pour revenir à ce qu'on disait sur la poésie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une phrase qui m'a toujours frappée de Novalis, qui consiste à dire, et qui rejoint d'ailleurs Simone Veil d'une certaine façon, dont je parle aussi dans mon livre, c'est-à-dire que, en fait, il ne tient qu'à la faiblesse de notre attention ou de nos organes que nous ne soyons pas dans un monde de faits. C'est-à-dire qu'en fait, la beauté et la poésie qui lui est associée, en fait, pourrait surgir à partir du moment où nous serions capables d'une grande attention aux choses. Et c'est pour ça qu'en fait, d'une certaine façon, il n'y a plus de haut et de bas et de noble et d'ignoble à partir du moment où on se concentre avec attention sur tout. Et même le prosaïque peut être sanctifié d'une certaine façon. C'est justement le voyage en Inde. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire que... C'est une question de regard, d'acuité du regard. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le spirituel, c'est-à-dire une certaine forme d'attention et d'attention aussi à sa propre intériorité et à ce qui nous entoure, fait que on sanctifie un peu tout. Et c'est-à-dire que les tâches les plus simples, éplucher des légumes, ramasser des fleurs, laver sa vaisselle, repasser son linge. Je prends à dessein des exemples extrêmement prosaïques qui sont en fait des choses qui sont méprisées de nos jours, parce qu'il faut être désaliéné de tout ça. Mais en fait, ça peut être aussi la prière quotidienne. Et dans ce quotidien se loge aussi toute la vie intérieure à laquelle on peut avoir accès. Alors moi, c'est vrai que l'Inde a d'abord été un espèce de point métaphysique. Après, c'est devenu un point physique que j'ai exploré, mais je reste évidemment connecté d'une certaine façon, pour prendre un mot à la mode, connecté à cette spiritualité indienne, parce qu'il me semble qu'elle est d'abord complètement révolutionnaire. Elle est très méconnue d'abord, parce que les gens la confondent avec le bouddhisme. Moi, j'arrête pas d'être interviewé. Surtout qu'elle est quand même très complexe. Et on me rabat sur le bouddhisme, etc. Oui. Bon, c'est pas du tout ça. L'Advaita Vedanta, c'est une forme, c'est l'unité. C'est beaucoup plus ancien d'ailleurs. Oui, c'est comme Maître Eckhart. Je veux dire, on peut faire des parallèles avec Maître Eckhart, avec la mystique de Maître Eckhart est complètement. Les grands mystiques rénants, etc. Lié au Vedanta, c'est-à-dire cet ultime message de la littérature sacrée indienne védantique, qui consiste à dire qu'il y a on doit viser, et nous sommes unité, âme individuelle dans l'âme universelle. Et ça me semble complètement révolutionnaire dans la mesure où alors c'est difficile de dire, c'est une sagesse, à la fois aussi une philosophie, parce qu'il y a une partie spéculative, pointue, chez Shankara par exemple, mais cette sagesse, pensée indienne, ancienne, qui est le message ultime en fait de cette spiritualité,
me semble révolutionnaire dans la mesure où elle nous désarime de toutes les identités factices que nous croyons avoir. Elle nous désarime du monde phénoménal au sens... nous racontons des histoires et notre mental est encombré par toutes sortes d'idées que nous avons fabriquées, etc. Donc elle est très libératrice en fait. Et aujourd'hui, où nous vivons dans un monde qui est complètement perclus d'identitarisme, de nationalisme, où tout le monde se réclame d'un sexe, d'un genre, d'une classe sociale, d'une profession, voilà. Tout ça, d'une certaine façon, c'est une fable. Oui, c'est ça, c'est l'illusion quasiment oui, c'est ce que les la Indiens Maya. appellent la lila. Ouais, c'est vraiment le jeu cosmique et la Maya, et la Maya, le voile de l'illusion. Voilà. C'est ça. Et en effet, la sagesse védique consiste à soulever ce voile et à voir, et en tout cas être conscient de cette lila, de ce jeu cosmique. Et si chacun était conscient qu'il est effectivement qu'il est à l'âme universelle ce qu'une goutte d'eau est à l'océan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de substance entre les deux, si chacun était intimement persuadé de ça, la puissance que ça provoquerait en termes d'effet sur le monde serait, moi je dis, d'ordre thermonucléaire. C'est ce que vous exprimez effectivement très bien dans le livre. Et donc là, ça renvoie, vous citez derrière une phrase d'Artaud qui dit « Le bien est voulu, résultat d'un acte. Le mal, lui, est permanent. » Exactement. Et est-ce que la beauté, ça n'est pas ça finalement? Est-ce que la beauté, elle ne s'acquiert pas? Est-ce que ce n'est pas une quête, un acte? Bien sûr. Qui va vers pourquoi pas vers le dévoilement justement, hein, vers quelque chose qui nous unit au grand tout universel comme le veulent les Indiens. Mais là où la question de la beauté est compliquée, c'est qu'en fait, il n'en existe pas de critères et elle est liée aussi à la question du goût. Oui. Et donc c'est ça qui est difficile en fait, parce que la question du goût... la faculté de juger, hein, voilà. Bien sûr. Oui. On peut dire comme l'autre amant que c'est le nec plus ultra de l'intelligence, mais une fois qu'on a dit ça... Quand on parle de la beauté, par exemple en Inde, j'ai soudain une vision de ces grands temples darwiniens du sud de l'Inde, que Cécile connaît bien, les temples de Madurai, non pas le Kerala, de l'autre côté, oui. Donc c'est des temples shivaïstes, donc de Madurai, il y en a à Tiruvannamalai, il y en a un, et ce sont des empilements sur des goparams, ce sont ces grandes tours, hein, ces temples sont faits de généralement 8 tours, et ces tours elles-mêmes sont des empilements de sculptures grotesques, de dieux, d'animaux, hein, et objectivement par rapport à notre goût d'occidental fasciné par les Grecs, objectivement ce n'est pas beau. C'est pas de l'épu. Hein. Voilà, ce n'est pas beau. C'est criard, c'est repeint, tous les très régulièrement. Je veux dire, bon. Donc voilà, c'est aussi donc quand on parle de la beauté en Inde, je vous amène au pied de ces. Ah, vous allez me dire, mais donc c'est ça. Cécile a raison de dire, il y a aussi ce qui complexe, c'est le goût, cette notion de goût qui est évidemment éminemment culturelle. Oui, bien sûr, et qui n'obéit pas à un canon universel, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Non. Donc, dans ces 5 méditations sur la beauté, François Tchang pose la question de l'utilité de la beauté, évidemment. Comme il le constate, la beauté n'est pas indispensable au monde. Ça, il le prouve, oui. Voilà. Pas utile en soi dans le monde, mais sa dimension spirituelle lui donne encore. Elle est le reflet éclatant de la création, dit-il en tout cas. La beauté, écrit-il, n'est pas un simple ornement, c'est le signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. Dans la perception, ça peut être assez indien, ça aussi, dans la philosophie indienne. Il n'y a pas vraiment de sens dans la philosophie indienne. Je ne sais pas ce qu'en pense Cécile. Non, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les Indiens préjugent des gens beaux qu'ils sont de bons. Vous voyez, il y a quand même les Indiens, dans leur pensée, ils pensent quand même que les gens qui sont beaux, harmonieux, qui ont des traits harmonieux, des corps harmonieux, etc., participent d'une bonté ou d'un bien. Ils le pensent, ça. Hein, mais je pense à un sage, Nisargadatta Maharaj, qui était ce fameux, un des grands maîtres de l'Advaita, qui a vécu dans les années 1950 à Bombay, qui était un vendeur de bidi, qui était vraiment un grand passeur. Il a écrit un livre qui s'appelle I Am That, je suis ceci, je suis cela, I Am That, c'est très connu comme... il était assez monstrueux quand on voit c'est vraiment... et pourtant, ça n'empêche que... Oui, bien sûr. Il avait sa cour, mais je dis le mot cour sans ironie, de fidèles, et voilà, donc c'est... Non, mais bien sûr, mais si vous voulez, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y avait quelque chose d'un petit peu platonicien chez les Indiens souvent, qui
qui font équivaloir le bon, le bien, le Oui, beau. on trouve ça chez les Grecs, effectivement, Évidemment. et chez Platon. Après, avec leurs critères à eux, etc. Après, les Grecs ont fait quand même un petit séjour en Inde aussi. Oui, donc, c'est vrai. Et puis Alexandre est allé jusqu'au confins de voilà, l'Indus, donc il y a quand même. par exemple. Ouais, Mais bien bon, sûr. sans vouloir tomber non plus dans des propos un peu de café du commerce, mais c'est vrai que le monde contemporain ne se caractérise pas par sa recherche esthétique, au contraire, on assiste plutôt à un enlaidissement du monde, en fait. Oui. Donc après, évidemment, chacun lutte... Sauf peut-être du côté des designers, comme... Alors voilà, les heureusement, il y a designers des poches de résistance avec effectivement cette volonté d'humaniser le monde et de le désenlaidir si possible. Alors vous évoquez depuis quelque temps l'Advaita Vedanta. Est-ce que vous pouvez quand même expliquer un petit peu pour nos téléspectateurs la signification? Qu'est-ce que c'est que cette... c'est une philosophie très ancienne. Voilà, et vous l'évoquez largement dans votre... Alors l'Advaita Vedanta, en fait, littéralement... C'est ce qui vient à la fin des Védas, Vedanta, et Advaita, ça veut dire non deux, non duel, non dual, ça veut dire un. Non-dualisme. Voilà, c'est un non-dualisme. Et quand on dit que ça vient à la fin du Veda, c'est-à-dire que ça vient à la fin de tous les textes canoniques, qui sont les hymnes védiques, toute une série de traités, y compris les Upanishads, et alors on la trouve principalement, cette philosophie, cette pensée, dans les Upanishads, et dans la Bhagavad Gita, pour aller vite, qui est cet hymne, ce chant du bienheureux. Partie du Mahabharata. Voilà, partie du Mahabharata, et qui est considéré par les Indiens, bien que le Mahabharata soit un texte profane, la Bhagavad Gita est considérée comme un texte sacré, une sorte d'évangile, en fait, qui serait ajouté à ça. Et donc la substance est là-dedans. La substance est là-dedans, plus dans les commentaires qui ont été donnés par ce grand philosophe, un des plus grands philosophes de la Advaita Vedanta, qui est Shankara, qui a vécu au IXe siècle. On appelait le Parménide du Gange. Voilà, j'en parle comme du Parménide du Gange, parce qu'effectivement, il a une pensée, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement spéculative et dialectique, au même sens que les philosophes occidentaux. Mais il était considéré de son vivant comme un avatar de Shiva, ce qui est quand même pas rien. Et donc, c'est comment il a écrit des traités, des textes dont il reste quelques-uns. Et donc, là, il y a une concentration, effectivement, de ce que pourrait être... Alors, pour revenir à ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire nom de un, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Atman, l'âme individuelle, est à Brahman, l'âme universelle, ce qu'une goutte d'eau est à l'océan, ou ce qu'un arbre est à une forêt, c'est-à-dire que c'est la même substance. Et qu'en fait, la vie, dans ces exercices à la fois de méditation, de yoga au sens évidemment large, pas au sens des postures de yoga qu'on ferait comme de la gymnastique, mais qui est déjà cette méditation de cette pensée, sagesse, philosophie spirituelle, consiste à s'unifier et donc à se désarimer, se désidentifier de toutes les fausses identités, de se libérer de la maya et de la lila, évidemment. Donc c'est un exercice quasi quotidien, mais évidemment que pour les Indiens, nécessite sans doute plusieurs vies. Oui. C'est pour ça qu'il faut plusieurs vies avant d'arriver à cet état. Je me souviens juste une petite anecdote. Je revenais d'un voyage de Delhi et j'étais assis à côté de moi, un Indien très classe moyenne, un petit peu comme ça, un peu rond, et je le vois au bout d'un certain moment ouvrir des livres d'astrologie indienne, évidemment. C'est un peu différent. Enfin bref, on oriente la conversation. À un moment, évidemment, il me dit: est-ce que vous voulez que je fasse votre thème? Alors je dis: pourquoi pas. Donc c'était très très. On avait 9 heures de vol. Il y a le temps. Et puis alors il me regarde, à la fin il fait tous ses calculs et puis il me regarde et il me dit very near moksha, vous êtes très près de la moksha, vous êt très près de la délivrance ultime. Alors et là soudain je vois que son regard sur moi change énormément et qu'il me considère avec une vénération qui n'existait pas. Et alors je lui dis: ah bon, mais how near, proche comment? Il m'a dit: 2 or 3 lives, encore 2 ou 3 vies. C'est encourageant quand même. Voilà, c'est ça. Pas mal. C'est pas mal. C'est mieux que 40. Voilà, exactement. Mais il était très très sérieux en me disant ça. Il était très impressionné, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais donc, il était très sérieux. Donc la moksha, effectivement, c'est la libération. Est-ce qu'ont vécu les sadhus, par exemple? Non. La moksha, c'est la délivrance ultime, au-delà même de toute... Eux, c'est les libérés vivants, mais les libérés vivants, leur vivant.
Non, mais d'abord, tous les C'est ça. sadous Oui, bien ne sûr. sont pas des De libérés leur vivants. vivant. Non, mais attention, tous les Oui, sadous ne sont tous pas ne des le sont libérés pas, vivants. effectivement. Oui, oui. Les Très sadous peu. sont des ascètes qui courent les Là, routes. c'est après le cycle des renaissances. Hein. Non, mais il a raison. Non, Les les sadous sadous sont sont des des renaissants. moines. Ce sont des marches, Oui, des c'est des moines. voilà. ascètes, Ouais, des ascètes. renonçants, oui. des sannyasis. Après, il y a les Jivanmukta. Ce sont les libérés vivants. C'est complètement autre des chose. grands maîtres, ça. Ça n'a rien à voir avec les sadhus. Ceux qui sont sur les routes, parce qu'en Inde, on considère qu'à partir de 60 ans, on peut en effet se libérer des chaînes C'est ça. de la famille, du mariage, et en effet aller sur les routes. Et quand on voyage un peu sur les routes de l'Inde, en effet, on rencontre des sadhus qui, l'un a été avocat, l'autre a été... et qui sont avec leur robe et leurs pieds nus. Ceux qui Donc, vivent de l'aumône, voilà. qui vivent Donc de ça, l'aumône c'est et qui vraiment- sont des renonçants. tout à fait. Parce que c'est À un la fin de stade, leur vie. un stade Ouais. de leur vie voilà, C'est ça. qui est préconisé. Mais pour revenir à la beauté, et puisqu'on parle de ça, moi je tiens à dire que ce que j'ai toujours trouvé d'une grande beauté, alors mais c'est d'une beauté, comment dire, mentale, hein, alors là Ouais, c'est d'une bien beauté sûr. intellectuelle, abstraite, c'est justement cette immémorialité de la tradition que l'on croise aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une Inde ultramoderne qui est exactement comme le reste du contrastée, monde, c'est le moins hein, qu'on qui est puisse dire. exactement comme le reste du monde, avec son appétit, son avidité, son obsession de l'argent, son matérialisme aussi. Il ne faut pas idéaliser l'Inde. Hein. L'Inde, c'est comme disait Rimbaud, un petit monde blême et plat s'était érigé partout. Ben, c'est ça, hein. C'est-à-dire que l'Inde, c'est aussi ça. Mais perdure sur ce continent quelque chose d'immémorial qui vient de millénaires et qu'on voit encore de nos yeux. Et ça, cette beauté, c'est cette beauté. C'est une forme de miracle, quasiment. Oui, Oui. parce que c'est la beauté du temps qui à la fois est passé et n'est pas passé. Moi, c'est pour ça que j'ai été fasciné à Bénarès. Quand j'ai vu à Bénarès le feu auquel on allume tous les bûchers funéraires depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que Bénarès est considéré comme la ville la plus ancienne du monde, peut-être avec Jéricho, mais Jéricho, il n'en reste rien, sauf que Bénarès, l'éthos qui présidait à Bénarès il y a des millénaires, continue aujourd'hui. Continue de vivre. Et de voir ça, je dois dire que ça m'a fasciné, que pour moi, ça, c'est une forme de beauté, de la beauté de Bien quelque sûr. chose qui demeure, puisque tout se détruit et que tous les êtres qu'on aime meurent et que tout ce qu'on a aimé disparaît ou se détruit, qu'il y a une sorte d'entropie générale de tout, et de voir cette éternité, en fait. Sachant que Bénarès, c'est le lieu de la destruction en même temps. Voilà, c'est le lieu de la Oui. destruction. Tout le paradoxe. Bien sûr. Et c'est aussi le lieu où tout se régénère grâce effectivement à Shiva et grâce à ses bûchers et grâce à... En plus, les gens pensent que quand ils sont brûlés à Bénarès, ils sont définitivement délivrés. Ce qui n'est pas forcément certain. Mais en tout cas, c'est ça, cette éternité, la beauté de l'éternité, voilà, tangible, palpable. Ça, je trouve c'est unique. On parlait de Parménide, effectivement, l'idée de la permanence. De Voilà, quelque et ça chose m'a complètement qui fasciné. dure, Je qui crois que ça, s'inscrit dans ouais. une durée, ça, c'est très fascinant. une très forte durée. Ben, écoutez, en tout cas, un C'est très beau. grand merci à vous deux pour ce moment Merci à vous. très riche passé ensemble. Et donc, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Tambour battant, troisième partie. Une troisième partie dont l'invité est Pierre Jourde, que je suis ravi d'accueillir sur ce plateau. Pierre, vous êtes un Cantalien pur sucre, si je puis dire, En effet. né à Créteil. Mais moi, bon, je suis bien un Breton né en Afrique, donc vous êtes absous. Alors, vous êtes auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, si l'on accepte les livres collectifs, hein, donc vraiment une œuvre assez abondante. Vous fûtes pendant longtemps professeur de littérature, d'abord dans un lycée, après votre agrégation de lettres modernes, puis à l'université après votre doctorat en littérature comparée. On vous connaît bien sûr pour votre travail de critique, hein, géographie imaginaire, Huysmans, à rebours, Empailler le toréador, l'incongru dans la littérature française, littérature et authenticité, le réel, le neutre et la fiction, l'esprit des péninsules, tout ça en 2005, la littérature monstre, essai sur la littérature moderne en 2008. On connaît vos recueils de chroniques, vous avez ainsi œuvré pendant 10 ou même 15 ans, je crois, dans le blog hébergé par le Nouvel Obs, et dans un blog hébergé par le Nouvel Obs, Confiture de culture, qui donnera plusieurs livres. C'est la culture qu'on assassine, chez Balland en 2011. La littérature bouge encore, j'adore vos titres. Hugo Doc en 2015, ou On achève bien la culture, chez Léo Cher en 2023. On connaît encore plus vos pamphlets féroces, comme La littérature sans estomac, paru en 2002 à l'Esprit des Péninsules, prix de la critique de l'Académie française, ou encore Le Jour des Nolos, version satirique du Lagarde et Michard, on le sait, qui nous a bien fait rire, chez Mots et compagnie en 2004. Votre œuvre s'étoffe
en outre aujourd'hui d'un certain nombre d'écrits de fiction, récits, romans, qui vous placent, à mon avis, au premier rang des écrivains de ce pays, je le dis, même si votre humilité légendaire doit en souffrir. Et donc, on se souvient de Pays perdu en 2003, à l'Esprit des Péninsules, L'heure et l'ombre, même éditeur en 2006, pour lequel vous avez une grande affection, je le sais. Paradis noir, chez Gallimard en 2009, Le maréchal absolu, d'étonnantes sommes, chez Gallimard en 2012, ou La première pierre, toujours chez Gallimard en 2013, qui est votre éditeur habituel, hein. Grand Prix Jean Giono. Depuis toujours chez Gallimard ont paru Winter is Coming en 2017, voilà, un livre très très puissant, pas épilogué, mais en tout cas un livre très fort, très fort. Le voyage du canapé lit en 2019, et en cette rentrée 2025, La marchande d'oubli. On va expliquer ce qu'est une marchande d'oubli, roman d'une exceptionnelle densité. Nous allons bien sûr en parler. Mentionnons enfin que vous avez dirigé la publication de romans et nouvelles de Joris Karl Huysmans, comme on dit plutôt en français, dans la bibliothèque de la Pléiade en 2019. Un mot, bien sûr, sur La marchande d'oubli. Donc, c'est une histoire labyrinthique qui nous entraîne avec brio dans l'univers du cirque. Alors, qui sont-ils? C'est Elquin ou Elquin, puisqu'ils sont inspirés par des clowns, une famille de clowns très célèbre, anglaise, bien connue, qui s'appelait les Hanlon, je crois, et dont beaucoup d'auteurs, dont Huysmans, je crois, ont parlé en leur temps, au milieu du 19e siècle. Donc, qui sont-ils? C'est Elquin ou Elquin. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur Huysmans, puisque vous l'avez dit, je l'ai édité en Pléiade. Et Huysmans, comme d'ailleurs, comme d'autres écrivains, comme Zola, ont été fascinés par les clowns anglais à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y a une mention de Baudelaire qui parle de clown anglais. J'ai vu ça, oui. 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 Il y a une sorte d'invasion en Europe et aux États-Unis, à un certain moment, dans les années 1870, une invasion de clowns anglais qui rompait complètement avec notre tradition des clowns, des mimes. D'abord, ils étaient toujours clowns et acrobates en même temps. Il y a une grosse chorégraphie, il y avait vraiment... Ils faisaient des spectacles avec des trucs, des effets extraordinaires, des explosions, enfin, tout ce qu'on veut. Et surtout, et c'est une tradition britannique d'ailleurs, ils adoraient, parce que nous avons Halloween en ce moment, ils adoraient le macabre. Le macabre et l'absurde. On le voit sur la couverture de votre livre, sur la jaquette. C'est un peu inquiétant. Ils sont inquiétants, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et donc, ça a un peu bouleversé notre vision du spectacle de cirque. Et il y a la plus célèbre, il y en a d'autres, mais c'était la troupe des Hanlonleys, dont parle Huysmans dans certains articles, dont parle Zola très très bien. C'était 4 frères, en fait, qui ont représenté Alors, dans l'Empire ottoman, en Espagne, en Amérique du Sud, aux États-Unis, ils font des tournées extraordinaires. Ils étaient célèbres. Voilà. Ils ont inventé une sorte de publicité au sommet de la colonne Washington. Ils se penchaient dans le vide pour envoyer des tracts, etc. Enfin. Et l'un des 4 frères, Georges, a un accident dans une répétition. Il s'est fracassé la tête. Il a perdu la tête. On l'a mis dans un asile. Comme on disait à l'époque. Voilà. Et il s'est suicidé en refaisant son accident. Ah oui. C'est-à-dire en se refracassant la tête sur le tuyau de chauffage. Donc, alors j'ai repris un peu cette histoire. Avec un des frères, justement, qui va avoir un destin. Je les ai appelés les Elquins ou les Elquin, puisqu'ils sont anglais, mais en prenant le nom d'une vieille légende un peu inquiétante, la Ménie Elquin, c'est-à-dire la chevauchée des morts et du diable, parfois, dans la nuit, dans les forêts. Ouais. Et donc, ça nous permet de revenir justement des ancrages comme ça très anciens. Et alors, la marchande d'oubli, alors c'était quoi les marchandes d'oubli? Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle les oublis? Parce que je crois qu'il faut expliquer ça.
Il faudra après établir le rapport un peu difficile entre la troupe de clowns et la marchande d'oubli. Oui, oui. On le fera peut-être. Alors, sans spoiler, comme on dit en bon français. Ouais. Enfin, Alors, d'ailleurs, il n'y avait pas que des marchandes, mais c'est des marchands aussi. Oui, des des gamins, marchands, quoi. oui. On vendait dans les rues et dans les foires des petites gaufrettes qu'on appelait des oublis et qui a la même origine que oblation Oui. et hostie, Ouais. c'est-à-dire le don. Et donc, on en avait différentes formes, de différentes tailles. Oui, Et il y c'était avait des dans cornets. Dans les fêtes foraines, dans les Voilà, foires. ça coûtait rien. Tout le monde connaissait évidemment Oubli, marchand d'oubli. Voilà. Ah, voilà. Et il y avait des cris, Ouais. parmi les cris de Paris. Oubli, oubli, demandez l'oubli. Ça fait plaisir, mesdames, ça fait mourir, messieurs. Donc ça m'intéressait beaucoup. C'est toujours très ambivalent. Hein. Voilà, à plusieurs titres d'ailleurs, parce que mon personnage principal, Alastair, qui est hérité du personnage un peu de George des Allen Lees, Voilà. Et y venir. il ne s'est pas suicidé, il a perdu la tête et il a perdu la mémoire. Il est dans l'oubli, justement. Ouais. Il a disparu et il ne sait plus vraiment qui il est. Par ailleurs... Il a un destin un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, oui. Bon. On ne va pas trop entrer dans le détail parce qu'il faut découvrir aussi, hein, Voilà. bien sûr. Et donc, alors une question se pose, une question que je me suis posée en préparant cette émission, et j'ai lu votre livre très en amont et je l'ai relu ensuite. Si le mal n'existait pas, à quelle aune pourrait-on juger du bien? Si la laideur, la monstruosité n'existait pas, à quelle aune pourrait-on juger de la beauté? C'est une vraie question. Oui, effectivement. De toute façon... Là, il y a la monstruosité, la laideur, mais il y a aussi le mal. Hein. C'est au cœur de votre livre, évidemment. Le mal est fascinant. Bien sûr. C'est ce que j'ai voulu aussi montrer. Le mal attire, comme le diable séduit. Les fleurs du mal. En fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement... mais Alastair est un homme qui est obsédé par la pureté. Alors, j'allais y venir, voilà. Et il cherche une sorte de... Pureté absolue, de rédemption. De rédemption, donc l'oubli, l'hostie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le symbole de la rédemption. Sauf que pour arriver à la pureté absolue, en fait, c'est toujours très inquiétant. Quand on veut que quelque chose soit tout à fait pur. Quand on parle de pureté, effectivement, ça nous renvoie à des conceptions, à des théories qui ont fait beaucoup de dégâts au XXe siècle. Hein. Ouais. La pureté absolue, la pureté de la race. C'est exactement ça. Ouais. Donc, il veut fuir le mal, l'impureté, la saleté, etc. Il veut que tout soit propre, et c'est une forme de destruction. Et il cherche l'absolu par la destruction. Il y a... alors, Alastair n'est pas un personnage qui a une psychologie, c'est pas quelqu'un, en fait. C'est le symbole de la multiplicité qu'il y a en nous. ouais. Il a plusieurs personnalités. Pour le meilleur et le pire. Voilà. Dans ce livre, il y a aussi une sorte de présence de la psychiatrie. Oui, et qui est le médecin. Hein. Qui est un petit peu en train de naître depuis 1850 à peu près. C'est la grande époque des aliénistes, hein, des Voilà, premiers des aliénistes. Juste avant l'apparition de la psychanalyse. C'est ça. Quelques années après. Charcot, enfin, il y a... Et à cette époque, la psychiatrie s'intéressait énormément aux personnalités multiples, ce qu'est Alastair. D'ailleurs, il a plusieurs prénoms qu'il se donne. Punch. Alors, c'est le Punch, c'est le fameux personnage britannique. Voilà, c'est l'arlequin de sa maman. Voilà, bon, oui, c'est ça. Mais il veut devenir autre chose. Il veut devenir la pureté. Et pour lui, le symbole de la pureté, c'est la petite jeune fille qui offre
ses hosties dans les foires. Il veut devenir la marchande d'oubli, mais pour le devenir, il fait des choses très, très cruelles, très inquiétantes. Alors, effectivement, il y a un autre personnage qui est au cœur du livre, qui s'appelle Thalia. Et là, évidemment, on touche à cette pureté aussi. Donc, à propos d'Alastair Punch, donc au destin si tragique, contemplant une jeune fille à la sidérante vénusté, on peut dire ça, vous écrivez « Cette beauté le déchirait, elle lui labourait les entrailles. Pourquoi est-ce que la beauté fait aussi mal? C'est une des rares questions qui vaille d'être posée. Peut-être que parce qu'elle est si intense qu'elle semble exiger quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner? On n'a pas la réponse. » Et donc l'humanité n'est donc pas quoi qu'elle fasse à la hauteur de cette beauté qui se donne, comme par effraction, et elle n'en est pas digne d'une certaine manière. Donc, on a parlé auparavant de la beauté, c'était extrêmement intéressant. Je voudrais apporter un peu la petite pierre dans ce... Quand Proust décrit l'effet de la sonate de Vinteuil sur Swann, ça n'est pas un sens, ce ne sont pas des images, il fait le vide dans Swann. Il libère quelque chose. Ouais. Il fait de la place. La beauté libératrice. Elle creuse un trou. Creuse un trou, oui. On pourra remplir. Ouais. J'ai fait quelques expériences de la beauté soit naturelle, soit artistique. D'ailleurs, j'ai vu la vue de Delphes, de Vermeer, à La Haye. Petit pan de mur jaune. Attendez. On trouve chez Proust dans la recherche. J'ai pénétré dans cette salle sans rien attendre. On va donner musée, etc. Et je suis resté comme ça, stupéfié. Et le petit pan de mur jaune m'avait exactement, comme dit Proust, son écrivain Bergotte, a tout déchiré, tout ouvert. Parfois, dans un paysage en Auvergne, notamment, je reste presque... C'est une douleur, en fait, la beauté. La beauté est souvent douloureuse, oui. Elle nous laisse quoi? Enfin, C'est une douleur parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Oui. Et à mon avis, c'est une intimation. Que vas-tu faire de ça? Que vas-tu faire de ça? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est d'écrire. Et Alastair, donc ce personnage, et à cette réaction devant le visage de sa sœur. Le visage de sa sœur endormie, éclairé souvent par la lumière de la lune. C'est une révélation, mais une révélation qui le déchire et dont il ne sait pas quoi faire. Oui, c'est ça. Parce que Thalia, effectivement, est la sœur d'Alastair. Bon, juste pour conclure, mais on sait que Proust fait mourir Bergotte, son écrivain, devant le petit pan de mur jaune. Voilà. Et donc, il semble dire qu'on peut mourir de trop de beauté, en quelque sorte. Ce qu'on retrouve peut-être dans ce qu'on a appelé le syndrome de Stendhal, qui a des effets tout à fait étonnants sur les êtres. Bon. Et donc, effectivement, au premier rang des personnages du livre, il y a Thalia, donc, qui est la sœur d'Alastair. Et c'est une belle endormie, attraction de cirque, elle aussi, puisqu'elle est victime de crises prolongées de catalepsie, narcolepsie, c'est ça, Voilà. Alors, il y a deux... Enfin, c'est un livre surtout qui d'ailleurs, comme tous mes livres, qui marche à partir de mythes. La Ménielquin, grand récit. La Belle endormie, la Belle au bois dormant. Effectivement, je me suis servi aussi de la psychiatrie de l'époque, qui décrivait des catalepsies de souvent plusieurs années. C'est fou. Quand on y pense, c'est délirant, effectivement. Et donc, comme elle a une relation très étroite avec son frère, durant son accident, elle tombe en catalepsie. Et comme les deux meilleurs de la troupe ont disparu, c'est-à-dire Alastair et elle, il rame un peu, les frères Elquin. Et donc, pour de plus en plus médiocre. Leur tournée devient médiocre. Et pour un peu gagner un peu d'argent,
eh ben, ils ouvrent une baraque aux monstres. Voilà. Les Freaks, Avec- Freaks hein, qu'on pense Freaks. aussi. Alors là, Todd Browning. effectivement, alors il y a beaucoup d'influences de films sur ce livre. De Lynch, David Lynch, bien sûr, avec Freaks, évidemment. Todd Browning, c'est un grand classique. Ouais. Et comment s'appelle-t-il? C'est lui qui a fait l'homme au doigt d'argent, là. Tim Burton. Tim Burton, oui, Tim Burton, effectivement. voilà, Edward aux mains d'argent. C'est oui. un peu l'univers Absolument, ouais. filmique de ce livre. Et donc, dans leur baraque aux monstres, il y a La femme 100 kilos, c'est un classique. Oui. Il y a Le roi Bamboula, c'est-à-dire Qui était un classique aussi, voilà, heureusement. voilà, on exposait des noirs qui faisaient des choses, etc. Plus rare, La femme aux deux têtes. Oui. Mais il y avait aussi des monstres à plusieurs jambes qu'on exposait, etc. Et puis, clou du femme à spectacle, barbe. oui, clou du spectacle, La belle endormie, Oui, c'est ça. qu'ils exposent. Et donc Thalia, c'est un peu le symbole de la femme objet au XIXe siècle, parce qu'elle est toujours mise en scène, exposée. Vous savez bien que Charcot exposait à grand spectacle dans les amphithéâtres de médecine les hystériques. Les hystériques, voilà. Donc je reprends ça. Thalia est exposée comme dans une catalepsie hystérique. Elle est exposée comme la belle endormie, c'est l'objet parfait. Sans défense. Sans défense, et donc je suggère d'ailleurs que ses frères, peut-être après le spectacle, la vendent un peu, etc. Et puis elle se réveille, et comme un de ses talents est d'être ventriloque, la parole est à elle. Ouais. Et avec son compagnon, Charles, l'aliéniste qui est tombé amoureux d'elle, Ouais. il se raconte des histoires, et elle met en scène, en étant ventriloque, Ouais. ses fictions. Et ça, il y a des passages vraiment très, très forts et très beaux d'ailleurs. Et vous dites à un moment, la beauté trouve dans l'innocence du sommeil son milieu idéal. Ça, c'est beau, où elle semble pouvoir se perpétuer. Donc la beauté serait-elle la mise en sommeil de ce que l'humain a de plus violent, de plus barbare peut-être? C'est pas exactement ça. Ce que je voulais dire, je crois que c'est... On a parfois l'impression que la beauté est à notre main, sous notre main, comme la belle endormie, mais elle est impénétrable. C'est ce que disait d'ailleurs Proust. C'est l'idée du mystère. Voilà, sur la prisonnière. Le narrateur contemple la femme endormie, et il est entre la possession et l'impossibilité de la possession. Ouais. Et donc il y a le récent prix Nobel qui s'appelle Laszlo Krasna-Orkai, donc auteur hongrois, qui dit, je l'ai vu quelque part, la beauté ne disparaît jamais, c'est à nous de l'apercevoir. Donc est-ce qu'il y a, dans votre livre, on voit ça, il y a dans l'idée de la beauté l'idée d'un surgissement, d'une espèce de dévoilement qui dure un instant et qui fait que la beauté est la beauté parce qu'elle est éphémère, justement. En tout cas, la perception qu'on en a. Oui. Pour moi, c'est vraiment tout à coup l'émergence d'une question fondamentale. Oui. La beauté, c'est quel rapport entre nous et le monde? Là, on pourrait, pour donner une mention un peu sacrée ou spirituelle, on peut paraphraser Grégoire de Nice qui disait cette phrase très belle, « On vient à Dieu de commencement en commencement par des commencements sans fin ». C'est un peu pareil pour la beauté, d'une certaine manière. C'est une quête permanente. Mais exactement. D'ailleurs... celle des artistes. Ce roman, je l'ai écrit comme une véritable quête spirituelle, parce que chacun cherche sa rédemption. Oui. D'ailleurs, apparaît plusieurs fois la figure du Christ. Figure du Christ, absolument. Ça, je l'ai bien noté. Ce roman. Oui. Et je l'ai noté. Et c'est ce qui donne aussi une dimension. C'est un roman très puissant, mais ça lui donne encore plus de corps, de chair et de puissance. Au fond, la beauté n'est-elle pas profondément tragique? C'est ce que pensaient les romantiques, ce que pensait Oscar Wilde, ce que pensaient un peu les décadents. Est-ce que la beauté n'est pas essentiellement tragique?
En Occident, vous avez raison. Oui. Elle provoque toujours des catastrophes, la beauté. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on disait avant. Oui, absolument. Il y a une perception complètement différente. En Orient, ça... Si on prend les grands mythes, ouais. les grands mythes, par exemple, ce qui a déclenché la guerre de Troie, c'est la beauté d'Hélène. Et donc la beauté, c'est Eris, c'est la pomme de discorde, c'est ce qui va aboutir à une des plus grandes catastrophes du monde ancien. Donc effectivement, il y a ces dimensions-là, et donc, mais quand on va vers l'Orient, c'est sans doute différent. Donc ça, vous en avez eu l'expérience aussi ou... Oui, j'ai beaucoup voyagé en Inde. J'ai bien vu la différence. Et c'est vrai que le christianisme est tragique. En effet, je suis tout à fait de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis du côté du naturalisme spiritualiste de Huysmans. C'est-à-dire aller vers l'au-delà, enfin, ou en tout cas vers le spirituel, non pas contre la matière, non pas contre le corps, mais par la matière. Par la matière. Et c'est pour ça aussi que ce roman est très, très incarné. C'est-à-dire qu'il y a non seulement de l'amour, mais beaucoup de sexe, beaucoup de violence, beaucoup de crimes, parce qu'on s'égare parfois dans ce naturalisme, et certains cherchent à aller vers l'esprit par la destruction. Donc j'ai noté une phrase très intéressante de Michon dans un entretien, Pierre Michon, donc vous connaissez évidemment. Le concept de résurrection me touche, c'est pour moi la transformation du deuil en beauté, de la douleur en beauté. C'est une phrase que vous pourriez endosser éventuellement. Je ne sais pas, enfin, en tout cas c'est très philosophie occidentale, ça c'est sûr. Non, en fait, c'est une recherche. Une quête permanente. En tout cas pour les personnages. Et donc il y a tout être lucide, de toute façon, fait ce constat d'une éternelle tension entre les beautés naturelles du monde, et même si la nature d'ailleurs est sanglante, hein, on le sait, et la laideur morale trop souvent de ce qu'on appelle l'humanité, mais heureusement, donc il y a aussi des contre-exemples, et il y a aussi cette quête, y compris de gens comme Alastair, qui, conscient du... Est-ce qu'il est conscient du mal qu'il incarne ou pas? Il a oublié ce mal? Ça fait partie de l'oubli dont il est victime? Non, c'est pas exactement ça. Pour lui, par exemple, tuer une jeune prostituée qui s'est perdue complètement dans la médiocrité. Il rétablit c'est la remettre dans la vraie vie. Il rétablit l'équilibre par la mort. En quelque sorte. Ouais. Il est persuadé de ça. C'est ça. Il est au fond, il a un pouvoir de rédemption. Il pense qu'il a. C'est ce qu'il pense en tout cas. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui le rend si dangereux, évidemment. Bon, on sait très bien ça. En tout cas, un très grand merci, Pierre Jourde, pour votre riche contribution à cette émission. Alors, je rappelle les livres, évidemment. Maintenant, il est temps d'aller lire, après avoir regardé la télévision, d'aller lire, et notamment ces livres que je rappelle. Pierre Jourde, La marchande d'oubli, chez Gallimard, magnifique roman. Elisabeth Barillet, un superbe voyage en Inde aux éditions des Instants, qui s'appelle Suite indienne. Cécile Gilbert, chez Grasset, Feu sacré, une mémoire vraiment remarquable et très beau, puisque mémoire est un masculin. Et donc, je voulais aussi citer, Alphonse Allais, Loufoque, un cocktail concocté par Pierre Jourde, donc aux éditions Wombat. Eh bien, c'est un livre dont vous avez fait la préface, les notes. Donc c'est votre livre en quelque sorte, sur Alphonse Allais, qui est un auteur tout de même qu'il faut lire et relire. Ah oui, c'est vraiment très drôle. C'est une grande drôlerie, oui. Donc, et jamais il n'a été vraiment annoté, précisément. D'accord. Donc là, profitez-en aux éditions Wombat, Loufoque, annoté par Pierre Jourde. Et puis je voulais, aux éditions des Instants, donc l'éditeur du dernier livre d'Elisabeth Barillet, donc un livre aux éditions des Instants, un roman qui s'appelle Requiem au bord du jour, très joli titre, de Vincent Petit-Demange, qu'on m'a envoyé, que j'ai trouvé magnifique. Voilà. Et il se trouve que cet auteur, Vincent Petit-Demange, qui était
eh bien, qui avait 30 ans, a jugé mieux de se suicider, voilà, à cet âge encore un peu tendre. Et on ne peut que le regretter, mais il a laissé un manuscrit, et ce manuscrit vient de paraître, Requiem au bord du jour, et c'est un livre absolument splendide. Voilà. Merci infiniment, et à très bientôt.